Le petit jeune de ce Masters. Avec l'absence de Carlos Alcaraz, Félix Auger-Aliassime devient le plus jeune joueur de ce Masters 2022. Pépite du tennis mondial, le Canadien a cette année brisé de nombreuses barrières. Après 8 finales sans titre, Félix va stopper cette série négative avec un magnifique titre à Rotterdam, qui ne sera pas le seul cette année. Des matchs fantastiques. Félix nous en aura offert beaucoup. Contre Medvedev à l'Open d'Australie, contre Rafael Nadal à Roland Garros, contre Novak Djokovic à Rome, contre Carlos Alcaraz à la Coupe Davis et encore une fois contre Novak Djokovic à la Lever Cup. Des déceptions, Félix en aura aussi offert. À Wimbledon, où il perd au premier tour contre Maxime Cressy, et à l'US Open au deuxième tour contre Jack Draper notamment. En cette fin de saison, Félix a été chercher sa qualif avec 3 titres consécutifs. La saison est belle, mais elle n'est pas terminée. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Particulièrement heureux de faire cette vidéo, il y a des vidéos où on prend plus de plaisir à parler de certains joueurs que d'autres. Et aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir de parler de Félix Auger-Aliassime, épisode 8 de la série En route vers Turin, qui aurait dû être le dernier épisode, sans l'absence de Carlos Alcaraz, mais qui au final sera l'avant-dernier, puisqu'il y aura un épisode qui sortira demain matin, avant le premier match d'ailleurs, qui est je crois Félix Auger-Aliassime contre Casper Ruud justement. Donc voilà, on est quasiment dans l'actualité. 22 ans déjà, hein, né en 2000, évidemment le 8 août, hein, c'est symbolique parce que c'est la date de naissance de Roger Federer, pas 2000 hein, évidemment, il y a 19 ans d'écart entre Félix Auger-Aliassime et Roger Federer, mais ils sont nés le même jour. La saison de Félix Auger-Aliassime qui est une excellente saison, comme j'ai dit à chaque fois, plus de 50 victoires, c'est toujours une excellente saison, là il y en a 56. Donc c'est plus de 55 victoires, donc c'est vraiment énorme. 4 titres, c'est quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il n'avait même pas eu un titre avant cette année, donc il y en a 4. C'est vraiment une très très belle année. Il a brisé des barrières, comme j'ai dit en intro sur cette année. Vraiment, alors pas en grand chelem, mais vraiment, on verra. On va voir dans le déroulé de la saison qu'il a vraiment brisé des barrières. Et ça a commencé, et je pense que ça a été un moment important pour lui, ce tout début de saison avec l'ATP Cup. Avec l'ATP Cup, où il va avec son pote Shapovalov remporter ensemble l'ATP Cup, même s'il perd face à Taylor Fritz son premier match, celui-ci bat Norrie, bat Zverev, très très beau match contre Zverev, parce qu'il fallait aller le chercher. Il se fait écraser par Medvedev, mais on verra un peu plus tard qu'il va faire un très très gros match contre Medvedev, et il bat ensuite Bautista Agut pour aller chercher cette victoire à l'ATP Cup avec Denis Shapovalov. Et donc voilà, parce qu'on se posait un petit peu la question de cette génération canadienne qui avait entre guillemets rien gagné encore, et ben voilà, ils ont gagné un titre ensemble, ils ont gagné la ATP Cup ensemble, et je pense psychologiquement, je sais pas pour Shapovalov parce qu'il n'a pas fait une saison de dingue, mais pour Félix, ça l'a vraiment, je trouve, ça l'a vraiment lancé sur sa saison, notamment à l'Open d'Australie, où ok, là on voit que c'est des matchs un petit peu irréguliers en termes de 7 gagnés et 7 perdus. Premier tour contre Ruusuvuori, qui était un match piège, hein, parce que Ruusuvuori jouait très très bien à ce moment-là, d'ailleurs on le voit, il est mené de 7-1, mais je pense que la confiance qu'il a accumulée à la ATP Cup fait qu'il ne va pas perdre ce match. Un match qu'il aurait pu perdre. Il va aller le chercher, il va réussir à aller le chercher en 5-7. C'est pas mal. Contre Davidovich Fokina, c'est pareil, hein, que des tie-breaks. Et c'est solide parce qu'il peut perdre, enfin potentiellement, quand tu arrives sur un tie-break, tu peux perdre chaque tie-break. Il en gagne 3 sur 4, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et c'est vraiment un avantage pour lui de pouvoir tenir et être bon sur les tie-breaks. Dan Evans, il n'a pas fait le poids, très clairement. 4-1 et 1, pardon. Marin Cilic, match compliqué dans le premier set, et ensuite il a déroulé tranquillement. Encore une fois, avec 2 tie-breaks remportés. C'est important de remporter les tie-breaks dans le tennis. C'est très très important de savoir remporter les tie-breaks. Contre Medvedev, malheureusement, il va perdre celui du 3e set, qui est peut-être le plus important pour lui, parce qu'il aurait pu remporter ce match contre Medvedev. Il mène 2-7-0. On en a parlé sur la vidéo face à Medvedev, que voilà, il mène 2-7-0. Il a une balle de match dans le 4e, sauvé par un ace de Medvedev, même si pour moi, le match, comme j'ai dit, il le perd plus dans le 3e que dans le 4e. Dans le 4e, on avait déjà senti un petit peu le vent tourner pour Félix, mais ça reste un excellent match. Pour moi, l'un des matchs de la quinzaine. Bon, évidemment, la finale restera dans les annales, mais ce match-là a été énorme. Entre Medvedev et Félix Auger-Aliassime, 2 joueurs en plus que j'adore comme je le dis souvent. Donc voilà, c'était vraiment un très très beau match et Medvedev a gagné. Je sais pas si le meilleur a gagné sur ce match-là,
parce que j'ai envie de dire que sur les 2 sets et 3 quarts, Félix était au-dessus, mais sur le reste, Medvedev était au-dessus. Donc au final, ouais, peut-être que le meilleur a gagné. En tout cas, c'était assez chaud. Ensuite, Rotterdam. Rotterdam, là, première barrière brisée, première vraie barrière brisée. Gerasimov, ça aurait pu tourner à la catastrophe, ce premier tour, où il perd le premier set. Et il va pourtant remporter ce match. Ensuite, Andy Murray. C'est pas bien ça. Il bat Cameron Norrie. Rublev, super match. Il perd le premier set au tie-break, mais ensuite, il déroule 6-4, 6-2. Et la finale contre Tsitsipas, elle est parfaite. Honnêtement, il pouvait pas faire mieux, je pense, comme finale remportée sur un 500 contre Tsitsipas. C'était vraiment un match parfait, un match plein. Il n'y a rien eu, aucun moment de pression, aucun moment de flottement. Ça a été parfait. On a l'impression que là, il avait l'expérience de gagner un titre. Je pense que le titre à la l'ATP Cup, même si ça compte pas comme un titre officiel, je pense qu'il a quand même compté dans sa tête. Et il s'est dit, voilà, j'ai fait un super match contre Medvedev à l'Open d'Australie, j'ai remporté la l'ATP Cup avec mon pote. Ça y est, maintenant, c'est à moi tout seul, c'est quoi d'aller remporter un tournoi. Et Rotterdam, c'est un 500, mais c'est un 500 qui est quand même assez réputé. Hein. Il y a toujours de très très bons joueurs qui jouent à Rotterdam, donc on le voit, hein, Cameron Norrie, c'est pas mal, André Rublev, Tsitsipas, voilà, c'est pas des peintres qui jouent à Rotterdam, donc c'est vraiment un très très beau tournoi remporté par Félix Auger-Aliassime, c'est pas n'importe quel ATP 500. Ensuite, Marseille, il enchaîne. On a senti un petit peu d'ailleurs l'enchaînement qui a été un petit peu compliqué. Tsonga, premier tour contre Joe-Wilfried Tsonga. Ensuite, Tsonga qui avait battu Gilou, je crois d'ailleurs au premier tour de Marseille. Ivashka en quart de finale, Safiuline en demi-finale. Ensuite, Rublev. Rublev, on avait vu, il avait enchaîné les Français hier. Félix, c'est l'inverse. Il a enchaîné les Russes. Non, Ivashka, c'est un Biélorusse, pardon. Il a enchaîné les drapeaux retirés. Rublev, voilà, il perd en finale contre Rublev qui a très bien joué cette finale-là. On a senti un petit peu Félix d'ailleurs un petit peu plus fatigué après son titre à Rotterdam, peut-être la redescente un petit peu de tout ce qu'il avait fait sur ce début de saison. Bon voilà, c'est une défaite en finale, mais c'est pas non plus une défaite terrible. Qui perd face à Rublev, qui on sait est très très bon en indoor, qui voilà est très bon sur ces catégories de tournois-là. Même si on a vu que Félix était très bon aussi sur ces catégories-là et sur indoor, mais bon, c'est une défaite, on va dire, qui est pas... C'est pas une... Voilà, quand on parle de défaite inquiétante, celle-là, elle en fait absolument pas partie. Celle-là, elle peut peut-être en faire un petit peu plus partie face à Petit Vent 2 ans de choupe. J'en attendais beaucoup, peut-être un petit peu trop de Félix sur ces deux Master 1000 qui arrivaient, l'Indian Wells et Miami. Et comme on va le voir, il va pas remporter un match. Il va perdre contre VDZ à Indian Wells. Et il va perdre contre Kekmanovic à Miami. Kekmanovic, d'ailleurs, qui va en quart de finale à Miami, qui fait un très très beau Miami. Alors ok, c'est pas des adversaires VDZ et Kekmanovic, c'était des matchs pièges. Des matchs pièges, mais malheureusement, sur ces matchs pièges, il doit au moins en gagner 1 sur 2. Il perd les deux, c'est dommage. Et ça fait redescendre un petit peu le beau début de saison qu'il avait fait malheureusement. Mais on le revoit ensuite à Marrakech, sur terre battue, pardon. Benchetrit, premier tour, bon là c'était une wildcard, c'était assez simple. Benchetrit qui était français, hein, qui s'est fait après naturaliser marocain. Voilà, match tranquillou, il y a rien eu vraiment à retenir de ce match. Il perd ensuite face à Molchan, je crois qu'il va jusqu'en finale. Même, je crois que Molchan qui joue très bien sur terre, il a peut-être même gagné le tournoi. Mais bon, il perd voilà 7-6. 9-7 dans le dernier tie-break, ça fait mal. Ça fait mal, c'est dur, mais après on sait que sur terre, il a eu du mal sur terre battue. Monte Carlo, il perd face à Musetti, il se fait manger par Musetti, qui a très très bien joué. On sait que Musetti est un excellent joueur sur terre battue. Ensuite, Barcelone, ça va un petit peu mieux, mine de rien. Il bat Taberner, il bat Tiafoe. Il perd ensuite contre Schwarzman, mais qui est un joueur très solide sur terre battue. Alors Schwarzman qui n'a pas fait une saison de dingue hein, cette année. À Estoril, il a enchaîné les tournois. Il a vraiment enchaîné les tournois. Il bat Taberner, il se fait écraser par ça que ce match-là, ça avait marqué comment il s'était fait exploser par Korda qui avait fait un match, je trouve, très bon. Mais je trouve que Félix m'avait l'air éteint. C'était un match qui s'était joué, je crois, à 21h. Et j'ai trouvé que Korda avait très très bien joué, mais Félix avait été un petit peu endormi sur ce match, malheureusement. À Madrid, c'est pas mal. C'est même plutôt bien, parce que Garin, il faut aller le chercher et mettre 6-1, 6-2 à Sinner. faut le faire quand même pour un joueur qui est pas si bon que ça sur terre battue. Et on l'a vu, ce dernier résultat ne portait pas à croire qu'il pouvait battre Yannick Sinner. Ensuite, il perd face à Zverev qui va jusqu'en finale. Donc voilà, là c'est un plutôt bon Master 1000 réalisé par
par Félix, qui va monter en puissance, puisqu'à Rome, ça va être un très bon Master 1000 encore, je trouve. Il bat Davidovich Fokina, qui avait fait une finale à Monte Carlo. Il bat Marcos Giron, c'est pas non plus la victoire la plus impressionnante sur terre battue. Et face à Djokovic, il perd 7-5, 7-6, mais je trouve que ça a été un super match. L'un des matchs de l'année en Master 1000. Moi, ce qui me fait dire que c'est pas le match de l'année en Master 1000, bah déjà, c'est que c'est sans doute le Alcaraz-Djokovic de Madrid, mais c'est surtout que ça fait que 2-7. Ça fait que 2-7, même si, voilà, bon, et le tie-break, je trouve, n'a pas été au niveau. Parce que Djokovic a été très bon, mais moins Félix. Et je trouve que le tie-break n'a pas été au niveau du match, parce que je trouve que Félix a fait vraiment un super match. Vraiment, le match a été excellent. Djokovic a été aussi évidemment très bon, mais on connaît Novak Djokovic qui a remporté après le titre. Mais c'était plutôt pas mal pour Félix de faire ce tournoi-là. Ensuite, Roland Garros, on aurait pu partir sur un flop après ce premier tour contre Varias, où il prend 6-2, 6-2 dans le premier set. Avant de se réveiller, il collait 1, 3 et 3 à Varias. Contre Carabelli, qui était la belle histoire aussi de... Je crois il était passé en qualif, ensuite il avait remporté son premier tour, et il avait fait un malaise, je crois, il s'était écroulé, il avait fait un malaise après sa victoire au premier tour, parce qu'il était tellement ému, et du coup il était vraiment pas bien pour son second tour, pardon, et du coup, Félix l'a mangé, mais il n'y a pas eu match. Krajinovic, qui est jamais un joueur simple à jouer sur terre battue, je me souviens en 2019, Tsitsipas avait eu du mal contre Krajinovic. Félix, ça va, il s'en sort avec notamment 2 tie-breaks et un 7-5, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, face à Rafael Nadal, qui est un joueur correct sur terre battue, sans plus, hein, qui est pas le meilleur joueur sur terre battue, évidemment, du plateau. Non, c'est évidemment Rafael Nadal qui est le dieu de la terre battue. Je pensais qu'il allait se faire qu'il allait se faire éteindre par Rafael Nadal. Il lui prend le premier set, ensuite il perd les 2 suivants, j'ai envie de dire assez logiquement. Il va chercher le 4e, et je me dis, dans le 5e, il est pas loin d'aller le... Je trouve, s'il avait eu un peu plus de mordant, il aurait peut-être pu aller chercher Rafael Nadal. Il aurait pu faire une crise cardiaque à Tony Nadal. Mais c'est vraiment plutôt pas mal. Vraiment, Roland Garros qui est positif. Vraiment positif, parce que voilà, gros match contre Medvedev à l'Open d'Australie. Gros match contre Nadal à Roland Garros. Herzogenaurach, ensuite, il bat Griekspoor, il bat Khachanov, et il perd contre la sensation Tim van Rijthoven en demi-finale. Même si vraiment le tie-break du dernier set, je trouve qu'il le joue pas si bien que ça. Van Rijthoven le joue très très bien, notamment je crois qu'il y a un passing de revers. Je sais pas si c'est Félix qui fait un passing de revers totalement baduf, ou alors si c'est Van Rijthoven qui fait un passing de dingue. J'ai plus le souvenir, mais je sais qu'il y a un passing de revers dans l'histoire à un moment qui est là. Bon, c'est pas fou. Il perd en quart de finale contre Hubert Hurkacz, qui n'arrivait pas à le retourner et qui regardait le chrono. Par exemple, si c'était un chiffre pair, il allait à droite, et si c'était un chiffre impair, il allait à gauche pour retourner. C'était vraiment vrai, il a vraiment dit ça en plus Hubert Hurkacz. Mais Hurkacz, c'est un bon joueur sur gazon, donc c'est pas non plus une défaite si inquiétante que ça. Wimbledon, ça c'est terrible. C'est terrible parce qu'il perd contre Maxime Cressy, qui a servi le plomb pendant tout le match. Il a rien pu faire. Et le match d'après, Cressy a servi, mais horrible, contre Jack Sock. C'était vraiment un match horrible contre Jack Sock. Et il perd le tour d'après. C'est vraiment terrible. Cette défaite pour Félix, c'est terrible parce que j'en attendais beaucoup sur Wimbledon, qui était vraiment pour moi sa surface de prédilection, le gazon. Et malheureusement, il n'a pas réussi à briller. Il perd au premier tour contre Maxime Cressy. C'est dommage. Ensuite, il a fait Newport. Bon, on va pas trop en parler, hein, ce qui s'est passé. C'est pas fou. Los Cabos, il perd en demi-finale contre le finaliste Cameron Norrie, qui perd après contre Daniil Medvedev. Bon, ça non plus, c'est pas non plus un tournoi dont on se souvient. Mon Canada, chez lui, il est bon dans les 2 premiers matchs, et ensuite face à Casper Ruud, vraiment, il est pas... Il était absent, franchement, il était... La pression, la tension l'a brisé, parce qu'il était totalement pas dans le match. Excusez-moi, j'ai plus de voix, c'est le Covid, ça, j'ai plus de voix, mais il faut que je continue à parler de Félix Auger-Aliassime. À Cincinnati, il perd contre Borna Coric. Attendez, je vais faire une pause, je reviens. Me revoilà, hydraté. Alors, à Cincinnati, il perd face à Borna Coric, qui a été vraiment la sensation du tournoi. Donc voilà, une défaite malheureuse, mais contre un joueur qui va remporter le tournoi en écrasant tout le monde derrière. Donc ça peut aller. L'US Open, je suis déçu. Ok, il bat Richards au premier tour. Jack Draper, j'avais dit que c'était un match piège notamment, mais je le voyais passer. Il avait surtout une demi à défendre. Il avait beaucoup à jouer. D'ailleurs, il a quitté le top 10 après cette contre-performance. Mais perdre contre Draper, oui, mais il y a la manière. Et là, clairement, je trouve qu'il a été éteint. Il a pas joué. Ce match à Draper, là, il a totalement tenu. Là où Félix, malheureusement, était un petit peu
D'ailleurs, beaucoup en dessous. Un cran, voire 2 crans en dessous. Ensuite, bon, défaite à la Coupe Davis, victoire. Et celle-là, elle rapporte pas de points, mais elle est importante. Puisqu'il bat le numéro 1 mondial Alcaraz. Bon, je parle pas de la Coupe Davis, comme j'ai dit, mais là, faut en parler un petit peu parce que je trouve que ce match a conditionné vraiment ce match-là et ce match-là. Bah, d'ailleurs, on peut parler des deux là, hein, qui rapportent 0 points. Celui contre Djokovic et celui contre Alcaraz. Et je pense pourtant ces deux matchs-là lui ont permis d'être au Masters. Pas en termes de points, mais en termes de prestige et en termes de confiance accumulée. De se dire, je peux battre Carlos Alcaraz, ce qu'il a réussi à faire, et je peux battre Novak Djokovic, ce qu'il a réussi à faire. Alors ok, ça rapporte pas de points, ça rapporte rien du tout, mais juste dans la tronche de se dire ça, et pour le prestige, c'est hyper important. Et d'ailleurs, on le voit juste après, il est 13e mondial, bon, il perd au contre Astana, et ensuite, voilà, Florence. Ote, Nakashima, Musetti, Gigi Wolf, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, c'est pas non plus les adversaires les plus compliqués à battre, mais on a vu qu'il pouvait perdre potentiellement contre bon, Bautista Agut non, mais il pouvait perdre contre Kwon, qu'il pouvait perdre contre Jack Draper, donc fallait prendre chaque match sérieusement, c'est ce qu'il a fait, très solide, parce que Ote, on voit que ça peut, quand il perd le deuxième set, ça peut finir, ça peut avoir un autre, ça peut devenir un autre match. Nakashima, faut aller le chercher, parce qu'il se rappelle qu'il est en finale là, du Masters Next Gen. Musetti, qui était très bon cette fin de saison, bah fallait le chercher, en plus chez lui, à Florence. Gigi Wolf, en finale, quand tu joues en finale, il est en confiance, il faut aller le chercher. Ensuite, à Anvers, Antwerp, Manuel Guinard, Dan Evans aussi, il faut aller le battre. Richard Gasquet, Ricci et Sébastien Corda, il faut aller le chercher, il a été le faire. Et ensuite, à Bâle, là je trouve qu'à Bâle, il fait vraiment un très très gros tournoi. C'est un cran dessus de ce qu'il a fait les deux autres. Husler, Kekmanovic, Bublik, Alcaraz, qui va rebattre et qui va surtout écraser. Il n'y a même pas eu match. Il pouvait y avoir un match. Non, même pas. 3-2. Et Holger Rune, qui va battre en finale à Bâle. Holger Rune, qui va malheureusement le mettre à l'amende après à Bercy. Il bat Ymer. J'ai vu ce match-là en direct, en live. Match de psychopathe, il est mené 7-6, 4-1, balle de 5-1, je crois qu'il y a 2 balles de 5-1 même. Et il revient petit à petit, il va remporter ce match. Et même il mène 6-4 dans le terrain du 3ème set, quand il revient à 6-6, il meurt, je suis pas serein. Je suis pas serein, je me dis, il peut encore perdre ce match. Hein. Ensuite, il met à la retraite Gilou. Terrible. Je suis content que ça soit Félix qui mette Gilou à la retraite, parce que voilà, j'adore Félix, et voilà, s'il y avait bien un joueur qui pouvait mettre Gilou à la retraite, c'était soit Andy Murray, soit Félix Auger-Aliassime. Il bat Tiafoe facilement aussi en quart de finale, et puis en demi, il perd face à Holger Rune, qui a été très très bon, qui a été très solide, qui a été étincelant, qui a rien à dire. Voilà, rien à dire. Très très belle saison de Félix Auger-Aliassime. On l'a vu, il y a quand même des moments où c'est un petit peu moins bon que d'autres. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de Félix sur ce Masters? Déjà, son premier match va être capital, parce que le premier match, il joue son voisin Casper Ruud là, et ça va être un match très important, parce que à cette poule je la trouve très homogène, parce que Nadal semble au-dessus, mais Nadal manque de rythme, et un Nadal qui manque de rythme, on sait qu'il peut laisser passer quelques matchs, et là il n'a pas le temps de laisser passer quelques matchs. Fritz, c'est son premier Masters tout comme Félix, donc il y aura peut-être un petit peu la pression en plus, peut-être qu'il va peut-être se sentir un peu comme le remplaçant, celui qui ne devrait pas être là, même s'il mérite sa place, puisqu'au final, c'est le 9e meilleur classé. Hein. Félix, lui, va être là, c'est le joueur en forme de ce groupe, en termes de dynamique, celui qui a la meilleure dynamique dans ce groupe sur les dernières semaines. Et Casper Ruud, celui qui a fait autant de finales de Grand Chelem que Rafael Nadal, bon lui, il les a pas gagnées cette année, hein, je parle de cette année évidemment. Et il est un peu moins bon. Depuis l'US Open, il a quasiment pu gagner un match. On l'a vu. Donc, en termes de dynamique, Félix est meilleur, en termes de dynamique, je parle pas en termes de niveau, est meilleur que les 3 autres. Donc, le premier match face à Casper Ruud va être très important. Parce que Ruud, en ce moment, il est là où Félix est là. Même s'il a perdu face à Rune, je pense pas qu'en fait, ça lui fasse si mal que ça, cette défaite. Parce qu'on l'a vu, il était cramé, et je pense que c'était plus une question physique qu'une question psychologique sur ce match-là. Donc là, je pense que physiquement, il a eu 10 jours pour récupérer, donc ça va. Hein, il a 22 ans, c'est pas Rafael Nadal, hein, il a le temps pour récupérer. Donc ce match-là va conditionner beaucoup de choses. Ce match-là face à Casper Ruud, je pense qu'il va le gagner. Je pense qu'il va passer la poule, d'ailleurs, je le pense aussi. Après, ouais, jusqu'où il peut aller, s'il peut aller chercher le titre, on l'a vu que sur Indoor, il est très très fort. Mais quand je vois qu'il peut tomber en face, parce qu'en demi-finale, il jouera soit le premier de cette poule-là, soit le deuxième, où il jouera un de ces 4 joueurs-là.
Je me dis, Tsitsipas, c'est pas simple. Medvedev, c'est pas simple. Rublev, c'est pas simple. Djokovic, c'est très compliqué. Et puis si en plus il joue un de ces joueurs-là qui a passé la poule, ça veut dire qu'il aura battu, au moins 2, qu'il aura gagné au moins 2 matchs, parce que tu peux passer avec un match, mais c'est très compliqué. Mais voilà, tu auras gagné au moins 2 matchs face à ces joueurs-là, c'est que tu seras vraiment en confiance. Donc, c'est compliqué. Je vois Félix passer les poules, plus loin, compliqué. Dites-moi vous ce que vous pensez de Félix Auger-Aliassime. Est-ce qu'il a fait une très belle saison? Moi je pense qu'il a fait une belle saison. C'est vraiment bien d'avoir brisé beaucoup de barrières, d'avoir pu remporter ses premiers titres, d'avoir enchaîné 3 titres consécutifs, d'avoir fait des gros matchs dont on se souvient, face à Medvedev à l'Open d'Australie, contre Rafael Nadal à Roland-Garros, d'avoir battu Carlos Alcaraz en tant que numéro 1 mondial, d'avoir battu Novak Djokovic. C'est très important. C'est très très important d'avoir réussi à faire ça. On se retrouve dès demain pour parler de Taylor Fritz, le remplaçant Taylor Fritz. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.